2 millions d'hommes ont disparu. Pas décédés, pas partis à l'étranger. Disparus du marché du travail français. Des hommes entre 25 et 55 ans, en pleine force de l'âge, qui ne travaillent pas, ne cherchent pas d'emploi, et ne sont même pas inscrits à France Travail. C'est l'équivalent de la population entière de Paris qui s'est volatilisée. On entend souvent dire « ils ne veulent plus bosser ». Vraiment ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se briser dans notre contrat social ? Ici Elon, et je suis là pour vous guider vers l'autonomie économique et la liberté financière. Dans un monde où le marché du travail traditionnel montre ses faiblesses, il est plus crucial que jamais de comprendre les rouages qui nous entourent et de reprendre le contrôle de notre avenir financier. Je suis Elon, et aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène dont personne ne veut parler, le retrait massif des hommes du monde du travail. Et non, ce n'est pas une passade. Pour la plupart, ça dure des années, parfois des décennies. Alors, qui sont vraiment ces hommes ? Ce ne sont pas des fainéants de nature, comme on pourrait le croire. La plupart ont été élevés avec les mêmes valeurs que leurs parents. Le travail comme source de dignité, comme moyen de construire sa vie, de fonder une famille, d'avoir un toit. Mais quelque chose a déraillé en cours de route. Quelque chose dans le contrat social qui liait l'effort au progrès, le travail à la récompense, l'investissement personnel à la reconnaissance sociale. Il y a 30 ans, un ouvrier qualifié pouvait acheter une maison, faire vivre sa famille, partir en vacances. Sans diplôme universitaire. Juste avec ses mains et son savoir-faire. Ce modèle a volé en éclats. La désindustrialisation a ravagé des pans entiers de l'économie. Les usines ont fermé, délocalisé dans des pays où la main-d'œuvre coûte une misère. Le secteur du bâtiment s'est précarisé, avec une concurrence acharnée et des conditions qui se sont dégradées. La logistique s'est automatisée ou a vu ses emplois fragmentés en contrats courts et mal payés. Tous ces métiers qui offraient autrefois une voie royale vers la classe moyenne ont soit disparu, soit perdu de leur attrait. Le marché du travail s'est polarisé. D'un côté, il y a les emplois hautement qualifiés, ingénieurs, développeurs, médecins, consultants. Des métiers qui exigent de longues études, souvent dans des filières sélectives. De l'autre côté, il y a les emplois de services peu qualifiés, livraison, ménage, restauration rapide, centre d'appel. Des emplois souvent précaires, mal payés, sans perspective d'évolution. Et entre les deux, un gouffre. Les emplois intermédiaires, ceux qui permettaient à des hommes sans diplôme universitaire de gagner correctement leur vie, ont fondu comme neige au soleil. Pour beaucoup d'hommes qui n'ont pas suivi le cursus scolaire classique, qui ont quitté l'école tôt ou qui n'ont pas fait d'études supérieures, le constat est sans appel. Le marché ne veut plus d'eux, ou alors seulement pour des emplois qu'ils considèrent comme dégradants. Accepter un poste de livreur payé une misère, en contrat précaire, sans sécurité de l'emploi, sans perspective d'avenir, c'est vécu comme une humiliation. Ce n'est pas de l'orgueil mal placé, c'est le sentiment profond que le système est truqué, que l'effort ne rapporte plus. Et puis il y a les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 1985, un SMIC permettait de louer un studio et de vivre. Aujourd'hui, le loyer d'un studio à Paris engloutit 85% d'un SMIC net. 85%. Il vous reste 200 € pour manger, vous déplacer, vous habiller, vivre. Pendant ce temps, un RSA avec le logement social de vos parents, vous gardez 600 €. Le calcul est vite fait. Face à cette équation insoluble, certains font un autre choix. Ils se mettent en retrait. Certes, le RSA est encore plus faible qu'un SMIC, mais en renonçant à l'autonomie, en vivant chez leurs parents ou dans un logement social, en éliminant toutes les dépenses liées au travail, le transport, les vêtements professionnels, les obligations sociales, le calcul change. Ils survivent avec le strict minimum. Les aides sociales quand ils y ont droit, 0 dépenses superflues. Pas de sortie, pas de restaurant, pas de loisirs coûteux. Leur vie se résume à l'essentiel, manger, dormir et passer du temps devant un écran. Et c'est là que ça devient fascinant. Ces hommes ont trouvé une faille que le système n'avait pas prévue, Internet. Pour 20 € par mois, vous avez accès à un univers où vos qualifications ne comptent pas, où vous pouvez progresser, réussir, être reconnu. Pas de CV, pas d'entretien humiliant, pas de patron. Un jeu vidéo vous offre ce que le marché du travail vous refuse, de la dignité. C'est triste, mais c'est la vérité. Ce n'est pas une question de fainéantise, mais de dignité. Ces hommes ne se lèvent pas le matin avec l'intention d'être paresseux. Ils se sont progressivement détachés d'un système qui leur a donné le sentiment de ne pas avoir leur place. Ils ont intégré l'échec, la dévalorisation, le sentiment d'être inutile. Dans ce contexte, se replier sur soi devient une forme d'autoprotection psychologique. Le problème, c'est que ce repli a des conséquences. D'abord pour eux-mêmes. Vivre ainsi, dans la précarité, sans projet ni perspective, c'est destructeur. Leur santé mentale se détériore. L'isolement social s'installe. Les années passent, et avec elles, les chances de réintégrer le marché du travail diminuent. Plus on reste longtemps en dehors du système, plus il est difficile d'y revenir. Les employeurs sont méfiants face au CV qui présente des trous de plusieurs années. Les compétences s'amenuisent.
La confiance en soi s'effrite. Et ce n'est pas juste une théorie. Prenons un exemple concret. Imaginez un homme de 35 ans qui a quitté le marché du travail à 28 ans. 7 années se sont écoulées. 7 années passées repliées sur lui-même, sans interaction professionnelle, sans formation continue, sans développer de nouvelles compétences. Comment justifier ce vide lors d'un entretien d'embauche? Comment convaincre un recruteur de sa motivation quand on a passé des années à ne rien faire de concret? Le simple fait de postuler devient une épreuve humiliante. Chaque refus renforce la conviction qu'on n'a plus sa place, que le système vous a définitivement rejeté. Mais voilà le paradoxe, et il est absolument fascinant. Ce retrait a aussi des conséquences pour la société dans son ensemble. On entend partout parler de pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises se plaignent de ne pas trouver de candidats pour des postes dans le transport, le bâtiment, la restauration. Étrange, non? D'un côté, des millions d'hommes sans emploi. De l'autre, des milliers de postes vacants. C'est presque comme si le problème n'était pas les gens, mais les conditions proposées. Mais non, c'est sûrement qu'ils sont tous devenus fainéants du jour au lendemain. Si ces postes offraient des salaires décents, des perspectives d'évolution, du respect, pensez-vous qu'on aurait autant de mal à recruter? Les candidats existent, mais ils refusent des conditions qui ne leur permettent plus de vivre dignement. La vérité, c'est qu'il y a un fossé énorme entre ce que le marché propose et ce que les gens sont prêts à accepter. Et ce fossé ne se comblera pas en traitant de paresseux ceux qui refusent. Il se comblera en rendant le travail à nouveau attractif, à nouveau porteur de sens et de dignité. Et voilà le vrai problème. 2 millions d'hommes qui ne cotisent plus, qui ne consomment plus, qui ne fondent plus de famille. Le système de retraite, fragilisé. La démographie, en chute libre. L'économie, amputée. C'est un cercle vicieux où personne ne gagne. Que faire? 3 pistes. Premièrement, revaloriser les métiers techniques. Concrètement, financièrement. Un plombier qualifié doit pouvoir vivre correctement. Deuxièmement, arrêter de mépriser ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures. Un bon artisan vaut mieux qu'un diplômé au chômage. Troisièmement, faire en sorte qu'un emploi à temps plein permette de vivre. Sinon, pourquoi se donner du mal? Ces solutions collectives sont essentielles. Mais en attendant que le système change, et parce qu'on ne peut pas mettre sa vie entre parenthèses, il y a aussi une dimension individuelle. Chacun peut reprendre le contrôle de sa vie, même dans un système imparfait. Se former, acquérir des compétences, investir pour son avenir, même modestement. L'autonomie financière, ce n'est pas seulement un salaire, c'est aussi la capacité à se constituer un patrimoine, à ne plus dépendre uniquement d'un employeur ou de l'État. C'est un chemin difficile, mais c'est un chemin possible, et c'est précisément ce que je vous aide à construire sur cette chaîne. Ce n'est pas une fatalité. C'est un choix de société. Un système qui a créé des gagnants et des perdants sans filet de sécurité. Ce n'est pas de la paresse, c'est une question de dignité. Quand le travail ne permet plus de vivre, certains se retirent. C'est logique. Alors, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un se plaindre que les gens ne veulent plus bosser, demandez-vous si c'est vraiment un manque d'envie, ou si c'est le monde du travail qui les rejette. Est-ce de la fainéantise, ou est-ce la conséquence d'un système qui n'a pas tenu ses engagements? C'est une question qui dérange, mais on doit se la poser pour pouvoir progresser. C'était ma petite réflexion du jour. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, ou si vous connaissez quelqu'un qui la vit, retenez bien ceci, ce n'est pas une impasse. Commencez modestement. Trouvez une compétence que vous pouvez acquérir, même gratuitement sur Internet. Mettez de côté, ne serait-ce que 50 € par mois, sur un plan d'épargne. Reprenez contact avec quelqu'un de votre réseau. C'est en avançant pas à pas qu'on se reconstruit. Et si vous voulez creuser la question de l'indépendance financière, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je vous explique des stratégies concrètes pour reprendre en main votre avenir économique. Parce que votre valeur ne dépend pas de ce que le marché du travail pense de vous. Elle se forge grâce aux choix que vous faites aujourd'hui. À très vite.